Merci bien sûr à la Bibliothèque nationale de France de nous faire l'hospitalité de cette soirée, de la journée de demain. Merci bien sûr à tous les partenaires, vous l'avez dit. On va ouvrir ce colloque avec deux philosophes, deux auteurs majeurs qui marquent beaucoup le paysage intellectuel, de leur pertinence et souvent d'ailleurs de leur non-conformisme, Alain Finkielkraut et Jean-Claude Milner. Ils sont d'ailleurs depuis longtemps chacun des lecteurs assidus de Heidegger. Alain Finkielkraut, bonjour, vous avez été donc élu cette année, enfin l'année 2014 à l'Académie française, et cela ne vous a pas détourné d'une lecture approfondie de l'œuvre de Heidegger. Ça fait maintenant plusieurs décennies que vous pensez que ce philosophe, vous nous en direz plus bien sûr dans quelques instants, est indispensable pour qui veut comprendre ce qui nous arrive, indispensable malgré tout, malgré toutes les révélations successives depuis le livre de Victor Farias que vous aviez d'ailleurs à l'époque commenté. Jean-Claude Milner, bonjour aussi, on va vous entendre dans un instant. Ça fait longtemps aussi que vous pratiquez, que dans vos travaux de philosophe et de linguiste, vous avez rencontré le texte heideggerien, le massif heideggerien, l'énigme aussi bien sûr de cette pensée paradoxale et problématique. La question Heidegger occupe certains de vos travaux et notamment, on y viendra dans un instant avec votre communication, votre réflexion très stimulante, parfois pas comprise de certains, sur les formes contemporaines du néo-antisémitisme dans les penchants démocratiques, les penchants criminels de l'Europe démocratique, qui était paru il y a maintenant un peu plus de 10 ans aux éditions Verdier. Mais tout de suite, j'avais fait vœu de silence, donc je vais m'y tenir. Je cède la parole à Alain Finkielkraut pour son exposé « Comment ne pas être heideggerien ». Merci encore à tous. Merci Alexis Lacroix. Le ralliement du penseur le plus profond de l'époque à la marche au pas fracassante des bataillons bruns m'apparaissait comme une catastrophique débâcle de la philosophie, écrit Hans Jonas dans ses souvenirs. Mais au moins, l'auteur du principe responsabilité pouvait-il trouver quelque consolation dans le fait que les œuvres, les cours, les conférences et les livres de ce penseur ne comportaient aucune attaque frontale ou voilée contre les Juifs, même au temps où Hitler subjuguait l'Allemagne. Cette consolation nous est désormais interdite. Il n'est plus possible d'affirmer, comme Adrien France-Lanor, dans l'article « Antisémitisme » du dictionnaire Heidegger, qu'on ne trouve dans toute l'œuvre de Heidegger publiée à ce jour pas une phrase antisémite. La parution des carnets de Heidegger, demeurée privée jusqu'au printemps 2014, change la donne et, selon les termes de France-Lanor, dans la nouvelle mouture de son article, amène de nouvelles questions. Ces remarques et réflexions, consignées entre 1930 et 1970 dans 34 cahiers à couverture en toile cirée noire, ne sont pas encore disponibles en français. Mais dans son petit livre « Heidegger et l'antisémitisme », leur éditeur, Peter Travny, a recensé et commenté les quelques passages, sur près d'1 millier de pages, où il est question de la Weltjudentum. On lit notamment que la tâche métaphysique de la Weltjudentum consiste à, je cite, « assumer au niveau de l'histoire mondiale le déracinement de tout étant hors de l'être ». La pensée donc est atteinte. L'œuvre philosophique est contaminée par l'antisémitisme et les philosophes qui se réclament de Heidegger ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas. Les voici même sommés de rompre avec celui que Martin Legros, dans Philosophie Magazine, appelle sans ménagement l'être pour le Reich. S'ils ne le font pas, prévient l'historien des idées américain Richard Volin, s'ils persistent dans l'adulation, s'ils s'obstinent à nier ou à minimiser en évoquant le legs de Heidegger, l'ampleur de son égarement philosophique, ils se montreront coupables de perpétuer la logique de trahison philosophique initiée
par le maître lui-même. Je n'appartiens pas à la communauté des heideggeriens. Certains spécialistes me dénient même la qualité de philosophe, car je ne peux me prévaloir que d'une agrégation de lettres, même pas classiques. Peut-être ont-ils raison. Peut-être ne suis-je en cette matière et en toutes les autres qu'un amateur. Mais cet amateur essaye d'être consciencieux. Il lit patiemment, scrupuleusement les grands textes de Heidegger et il a une familiarité déjà ancienne avec l'œuvre d'Emmanuel Levinas. À ce double titre, et malgré le deuxième choc que constitue, après la débâcle du ralliement momentané au nazisme, la découverte des cahiers noirs, je refuse d'accéder à l'injonction de Richard Wollin et de décréter l'œuvre de Heidegger infréquentable ou lisible seulement avec les pincettes de l'effroi comme document de la vision nationale-socialiste du monde. Lévinas n'est pas de ceux dont parle René Char, qui, après avoir puisé à pleine main dans l'œuvre de Heidegger, vont, quand le vent tourne, cracher sur lui comme l'enfant de Montaigne qui bat sa nourrice. En 1928, il a fait le voyage de Fribourg en Brisgau pour suivre les cours de Husserl, et comme il le dit lui-même, il a rencontré Heidegger. J'ai su aussitôt que c'était l'un des plus grands philosophes de l'histoire, comme Platon, comme Kant, comme Hegel, comme Bergson. Et Lévinas, dont la vie a été dominée par le pressentiment et le souvenir de l'horreur nazie, n'a jamais renié cet éblouissement initial. En 1975, dans Dieu, la mort et le temps, son dernier cours, professé à la Sorbonne, il reconnaît la dette de tout chercheur contemporain par rapport à Heidegger, dette qu'il lui doit souvent à regret. Mais si Lévinas m'importe ici, ce n'est pas uniquement en tant que témoin de la grandeur philosophique de Heidegger face au tribunal. C'est bien davantage pour le mal qu'il en dit, pour la critique qu'il déploie, pour le contre-Heidegger que constitue son œuvre. Car Lévinas est très loin de dédouaner le philosophe de la forêt noire. Il ne s'exclame pas, le cœur beaucoup plus lourd que Gide parlant de Victor Hugo, Heidegger, hélas. Il ne se contente pas de nuancer l'admiration qu'il continue d'éprouver pour sa pensée d'un soupir mélancolique pour sa grosse Dummheit. Cette Dummheit, il la considère comme un événement philosophique et remontant pour en comprendre toutes les implications jusqu'à l'ontologie fondamentale, il lui oppose, dans une langue à la fois anti-heideggerienne et quasi-heideggerienne, une remise en cause de plus en plus radicale de la primauté de l'être. Si pour Heidegger, l'être humain n'est pas le maître de l'étang, mais, selon une formule devenue célèbre, le berger de l'être, pour Lévinas, l'humanité de l'homme ne s'atteste ni dans la liberté au milieu de ses semblables, ni dans la souveraineté sur la nature, mais dans la responsabilité pour autrui. Ce qui fait de l'être humain un Mensch, soutient-il, en rupture avec toute une tradition dans laquelle il englobe Heidegger, c'est de se retrouver non pas maître de l'étang ou seigneur de la terre ou berger de l'être, mais gardien de son frère. Heidegger récapitule les étapes successives de la réduction métaphysique de l'être à l'étang et il en appelle à un autre commencement. Lévinas dénonce la réduction philosophique de l'autre au même et tente l'impossible, dérangé par l'effraction de la transcendance, le discours raisonnable de la philosophie. À la différence ontologique dans l'œuvre de Heidegger, fait écho dans celle de Lévinas l'excès inépuisable du visage sur son image ou sa forme plastique.
Tandis que pour Heidegger, le trait dominant de notre époque du monde consiste dans la fermeture de la dimension de l'indenne, Lévinas voit l'humanité progresser vers un monde où plus rien du réductible ne viendrait plus limiter la pensée. Rapprochant, comme Thomas Mann, Denken et Danken, Heidegger fait entendre à neuf le simple mot « merci », célébrant dans la banalité apparente de la conversation la merveille des merveilles. Lévinas nous rappelle que le premier mot est « bonjour », bonjour avant le cogito, bonjour comme bénédiction et comme une disponibilité pour l'autre homme. L'être est remercié, l'autre est salué. Pour saisir l'importance et l'enjeu de cette substitution systématique de l'autre à l'être, il faut lire dans Difficile liberté l'article publié d'abord par Information juive, Heidegger, Gagarine et nous. Par-delà l'héroïsme de l'astronaute, les risques sciemment encourus, la performance accomplie en battant tous les records de hauteur et de vitesse, et même l'ouverture probable sur de nouvelles connaissances et de nouvelles possibilités techniques, Lévinas nous incite à méditer cette extraordinaire prouesse métaphysique, avoir quitté le lieu. Je cite, « Pour une heure, un homme a existé en dehors de tout horizon, tout était ciel autour de lui, ou plus exactement, tout était espace géométrique. Un homme existait dans l'absolu de l'espace homogène. » Pourquoi cette glorification de l'espace et ce dénigrement du lieu? Pourquoi qualifier même de superstition chtonienne toutes les expériences, courir un sentier qui serpente à travers champs, sentir l'unité qu'instaure le pont reliant les berges de la rivière et l'architecture des bâtiments, la présence de l'arbre, le clair-obscur des forêts, le mystère des choses, d'une cruche, des souliers éculés d'une paysanne, l'éclat d'une carafe de vin posée sur une nappe blanche. Toutes ces expériences donc, où selon Heidegger, l'être même du réel se donne et se confie à la garde de l'homme. Parce que ce sont là autant d'extases locales et qui privilégiant le monde familier sur le lointain, l'ailleurs, le dehors, conduisent inévitablement à la scission de l'humanité en autochtones et étrangers. La technique, dont la conquête spatiale est l'apothéose, répare cette maléfique déchirure. Elle prolonge, dit Lévinas, la guerre métaphysique que le judaïsme a dès ses origines déclarée à tous les cultes païens. En brisant les idoles, le judaïsme s'est voulu avant la technique, et comme la technique, je paraphrase ici Lévinas, la négation du sacré filtrant à travers le sol. Ainsi découvrait-il l'homme par-delà ses ancrages et ses dieux domestiques dans la nudité de son visage. Lévinas, autrement dit, reprend entièrement à son compte la thèse heideggerienne selon laquelle la tâche de la Weltjudentum au niveau de l'histoire mondiale est le déracinement de tout étant hors de l'être. Mais cette vocation métaphysique, cette mission historiale n'est pas pour lui un sujet de honte, c'est un titre de gloire. C'est même de sa mise en œuvre que dépend l'existence de la civilisation occidentale. Si Lévinas peut écrire « Détruire les bosquets sacrés, nous comprenons maintenant la pureté
de ce prétendu vandalisme, c'est parce que, avec une logique d'airain, Hitler a conduit le paganisme jusqu'à ses conséquences apocalyptiques. On ne peut continuer d'ignorer après lui que le mystère des choses est la source de toute cruauté envers les hommes. Entre l'être et l'autre, il n'y a pas de moyen terme, il faut choisir, dit en substance Lévinas. Et cette grande alternative, l'obnubile, au point de lui dissimuler alors le rôle idéologique joué dans l'Union soviétique post-stalinienne par l'exploit de Gagarine. Après les révélations du 20e congrès et l'écrasement de l'insurrection hongroise, la patrie du socialisme n'avait plus rien d'autre en magasin que la conquête spatiale. En 1961, l'année même où les foules du monde entier s'enthousiasmaient pour la grande première due au génie de l'Homo Sovieticus, Solzhenitsyn envoyait à la revue Novi Mir le manuscrit d'une journée dans la vie d'Ivan Denisovitch. Fasciné par l'arrachement à la fascination des arbres et des paysages, Lévinas oublie la terre des hommes. Mais n'est-ce pas précisément cet oubli-là qui marque l'emprise de la technique sur nos vies? Nous ne vivons pas dans l'espace intersidéral, mais nous avons déjà quitté le lieu. L'architecture contemporaine elle-même est bodenlos. Extérieure au sol et au site, débarrassée de l'encombrant respect païen pour le génie des lieux, les tours ou les monuments de verre et d'acier s'abattent indifféremment sur Londres, Sydney, Varsovie, Doha, Kuala Lumpur ou Bercy. Peut-on sérieusement affirmer qu'avec cette décontextualisation et ce déracinement des édifices eux-mêmes, la chance apparaît d'apercevoir les hommes en dehors de la situation où ils sont compris, de laisser ainsi le visage humain luire dans sa nudité? Non, car là où les choses et les lieux sont substituables, les hommes le deviennent également. C'est au nom de la responsabilité pour autrui que le pape François, la gauche radicale et les organisations humanitaires demandent aujourd'hui à l'Union européenne de prendre en charge sans discrimination tous les migrants qui, sur des embarcations de fortune et au péril de leur vie, s'efforcent d'atteindre les côtes italiennes. Mais la presse, qui relaie l'appel du Saint-Père et qui ne cesse de mettre en garde l'Europe contre le retour de ces vieux démons, nous dit, pour achever de nous convaincre, que cet autre, dont le dénuement est un commandement, vient à point nommé pour préserver notre modèle social et pour revitaliser des régions vieillissantes, c'est-à-dire en clair, pour remplacer les enfants que l'Europe ne fait plus. En 1997, l'association SOS Racisme apposait sur les murs des villes françaises une affiche ainsi libellée « S'il n'y avait pas les enfants de Mohamed, il n'y aurait pas de retraite pour Maurice ». Et l'économiste Olivier Pastré faisait 15 ans plus tard le calcul suivant, 30 millions de jeunes en trop au sud de la Méditerranée à l'horizon 2030 et 30 millions de salariés qui manquent en Europe au même horizon. En d'autres termes, l'immigration est une aubaine car elle comblera le vide. Dans une société désormais entièrement conçue comme un appareil, l'autre servira opportunément de pièce de rechange. Être, c'est être remplaçable. En guise d'altérité, l'interchangeabilité règne, ou voudrait régner. La réalité, humanité incluse, est comprise et traitée comme un stock intégralement disponible à la manipulation et au calcul. Et sur le modèle de Laputa, l'île volante, décrite par Swift dans les Voyages de Gulliver, la science du gouvernement
tend à s'aligner sur celle des nombres, avec en plus la bénédiction de l'antiracisme. Il y a encore ici ou là des poches de résistance, mais cela ne peut plus durer. Rien ne doit bloquer, entraver, ni même ralentir la circulation des étangs. Rien ne doit faire exception à la catégorie du hors-sol. Ainsi parle en nous l'esprit de la technique, et partout où sévit une différence, il fait ardemment campagne pour la fluidité. Dans Le Temps et l'autre, Lévinas s'interroge sur la signification métaphysique de l'éros. Le féminin, se risque-t-il à écrire, est un mode d'être qui consiste à se dérober à la lumière. Et il poursuit la description dans Totalité et Infini. La volupté découvre le caché en tant que caché. Le découvert ne perd pas dans la découverte son mystère. Le dévoilé ne se dévoile pas. La nuit ne se disperse pas. Ce qui veut dire qu'à rebours de l'idéal fusionnel, l'étreinte amoureuse n'abolit pas, mais révèle la dualité insurmontable des êtres. Précisément parce qu'elle échappe, parce qu'elle fuit la lumière, l'altérité de l'autre apparaît alors dans sa pureté. Hommes et femmes, il les créa. Pour Lévinas, comme pour Hannah Arendt, même si ce n'est par une toute autre voie, la différence des sexes conditionne la possibilité même de la réalité comme multiple contre l'unité de l'être proclamée par Parménide. Cette promotion métaphysique du féminin comporte bien sûr un risque politique majeur, celui de justifier l'enfermement des femmes dans l'idée que les hommes s'en font. Le superlatif peut être aussi une séquestration. Les féministes ont su déjouer le piège et vaincre ce qui restait dans notre civilisation du vieil ordre patriarcal. Mais il semble que cela ne soit pas assez. Après le combat pour l'égalité, une autre bataille a commencé contre toutes les normes, les contraintes, les conventions censées recouvrir l'indétermination originelle des êtres. Les études de genre, qui ont maintenant pignon sur rue dans toutes les universités du monde occidental, s'attachent à démontrer que les différences entre les hommes et les femmes sont historiquement construites et socialement reproduites. Hommes et femmes, il les créa. Mais qui donc est ce « il » sinon un mâle dominant? Du « et », il faut donc passer au « est », et ce sera chose faite, l'un sera l'autre, une fois achevé le grand travail de déconstruction des stéréotypes entamé dès l'école primaire. Déconstruire est le mot du jour, et cette modalité de la pensée critique ouvre un champ d'application illimité aux rêves constructivistes, et cette modalité de la pensée critique ouvre un champ d'application illimité aux rêves constructivistes du sujet moderne. Celui-ci, après avoir quitté le lieu, c'est-à-dire le Da du Dasein, cherche à déménager du Sein, en abandonnant comme une vieille guenille son appartenance sexuée afin d'être qui il veut, quand il veut, où il veut, ou pour le dire en langue heideggerienne, afin de pouvoir passer commande de tout, même de lui. Dans un monde enfin défatalisé, rien d'extérieur ou d'antérieur à la volonté ne doit pouvoir subsister. Tout ce qui était, dans les temps obscurs de jadis et de naguère, inaccessible, doit progressivement devenir disponible. Telle est la formule du progressisme, tel est le sens que revêt l'émancipation à l'époque que Heidegger définit comme l'âge technique. Ce déni de la finitude a-t-il quelque chose à voir avec la manière juive d'être au monde? Non, dirait cette fois Lévinas.
Mais nombreux sont ceux qui répondent par l'affirmative et qui proclament, avec Yuri Slezkine, professeur d'histoire à l'université de Berkeley, je cite son livre « Le siècle juif », l'âge moderne est l'âge des juifs, et le XXe siècle est le siècle des juifs. La modernité signifie que chacun d'entre nous devient urbain, mobile, éduqué, professionnellement flexible. En d'autres termes, la modernité, c'est le fait que nous devenons tous juifs. Pour les modernes, le monde n'est plus un séjour, mais un parcours. Leurs ancêtres, rappelle Michel Serres, l'auteur entre autres de l'Hermaphrodite, étaient agriculteurs puis forgerons. L'information ayant supplanté la transformation, ils sont pour leur part des messagers, ou mieux encore, des anges. Leur nouvelle adresse, le téléphone portable, n'est plus référé à un lieu d'habitat ou de travail. Et ils passent leur temps, l'essentiel de leur temps, dans l'espace virtuel, des vidéos, des textos ou des mails. L'être là, désormais, c'est le sigie des morts, ou du moins de ceux qui choisissent encore l'inhumation. Les vivants, eux, ont la bougeotte, et même quand ils ne voyagent pas, ils sont, en tant qu'internautes, libres des paysages, des architectures, de toutes les choses lourdes et sédentaires. Nettoyés de la glaise, de la glèbe et de la glu de l'être, ils vivent sur la toile en état d'apesanteur. Ici et ailleurs en même temps, désancrés et désaffiliés, ils se jouent des frontières, ils circulent entre les genres, ils naviguent, ils vagabondent, ils sont cosmopolites, légers, chagaliens. Mais hélas, observe mélancoliquement Yuri Slezkine, les Juifs, eux, se sont embourbés. Ils sont devenus lourds. Alors qu'ils avaient partie gagnée avec le déracinement de tout étant hors de l'être, ils ont choisi contre le cours des choses la voie de l'enracinement dans une terre particulière. Certes, tous n'ont pas opté pour le retour à Sion, loin s'en faut. Il n'empêche, une majorité de Juifs de la diaspora manifestent en se disant sionistes leur attachement à Israël. Et voici que cet État, créé pour normaliser l'existence juive, incarne aujourd'hui la superstition du lieu et l'anomalie de l'obsession territoriale. Ceux qui espéraient se mettre enfin à l'heure des nations sont une nouvelle fois, nous dit Tony Judt après Yuri Slezkine, tombés dans l'anachronisme. Quand tout le monde devient juif, il cesse de l'être. Ainsi, la modernité succombe-t-elle à l'esprit de la technique en l'enjuivant, comme Heidegger, et en déplorant que les Juifs aient fait malencontreusement bande à part. Ce philosémitisme me glace, et cet heideggerianisme n'est pas le mien, ni pour la célébrer, ni pour la frapper d'anathème, je ne dirais que notre extrême modernité est juive. Si Lévinas a raison de voir dans le judaïsme un humanisme de l'autre homme, c'est très inconsidérément qu'il bénit en son nom l'esprit de la technique. Car, comme le montre Heidegger, avec une clairvoyance qui n'excuse en rien son égarement, mais que celui-ci ne suffit pas à démentir, la perte de l'autre et de l'être et le drame de notre modernité éperdue. La tâche indissolublement existentielle et philosophique qui nous incombe dans une telle situation est de retrouver le sens de l'indisponibilité de l'autre en rompant avec la métaphysique de l'interchangeabilité et de redécouvrir aussi le sens de l'altérité de l'être, en cultivant pour ce que nous n'avons pas fait, pour ce qui est donné, les dispositions oubliées de l'attention, de l'égard, de la gratitude. Merci.
Merci beaucoup, cher Alain, pour cet exposé courageux. Et je cède sans tarder la parole à Jean-Claude Milner, qui, sur un sujet très proche, Heidegger contre la langue allemande, les enjeux du non-juif, va à son tour introduire nos journées d'études. Merci encore, cher Alain. Je partirai d'un détail de Sein und Zeit qui se trouve au paragraphe 10. Heidegger fait en quelque sorte l'archéologie de l'anthropologie traditionnelle et il distingue deux origines, exactement deux fils directeurs. L'un, c'est la définition aristotélicienne, l'homme comme animal rationnel, et l'autre fil directeur, servant à déterminer l'être et l'essence de l'homme, est théologique. Et il commente ces deux-là, et en la combinant avec la définition antique, que l'anthropologie inspirée par la théologie chrétienne tire une explicitation de l'étang que nous appelons homme. Et il continue en accordant à cette origine chrétienne une importance majeure. C'est cette dogmatique chrétienne qui donne lieu à la définition de l'homme comme capable de transcendance. Donc, l'origine chrétienne du concept d'homme, la réponse qu'elle permet de donner à la question « qu'est-ce que l'homme ?», est absolument fondamentale, puisqu'elle est à l'origine de la transcendance, et étant à l'origine de la transcendance, elle est à l'origine de la méthode transcendantale, et d'un certain point de vue, elle donne le fondement de ce qui va orienter la métaphysique occidentale autour de et à partir de Kant. Or, et c'est là le détail qui m'a troublé, pour illustrer la définition moderne, la définition chrétienne moderne de l'homme, moderne signifiant post-médiéval, il ne cite que deux auteurs. L'un, c'est Calvin, qu'il cite en latin, et l'autre, c'est Zwingli, qu'il cite en allemand, c'est-à-dire en moyen allemand. Calvin, le réformateur de Genève, Zwingli, le réformateur de Zurich. Tout cela dans une langue allemande qui, selon l'avis général, en ce qui concerne l'Allemagne proprement dite, n'incluant pas l'Autriche, la langue allemande créée, fondée par Luther. Ce détail, à mon avis, est révélateur de la situation où Sein und Zeit s'inscrit lors de sa publication. En 1927, il s'agit pour Heidegger de marquer son entrée dans l'espace de l'université allemande en tant que haut lieu de la Wissenschaft. On sait qu'un combat va s'engager, dont la rencontre de Davos en 1929 marquera le tournant. Akassirer, maître de ceux qui savent, dans la philosophie, succédera dans la même fonction à Heidegger. Et pour mener ce combat, encore faut-il être entré sur le champ de bataille. Et pour entrer sur le champ de bataille, il faut en connaître la configuration. Depuis 1871, une des clés d'entrée dans le monde de la Wissenschaft est constituée par une alliance entre les juifs de savoir et les protestants. Pour en avoir le témoignage, il n'est que de lire les pages finales de Rosenzweig, je veux dire du livre de Rosenzweig sur Hegel et l'État, où le catholicisme est présenté comme une variante du fétichisme, le seul christianisme étant le protestantisme issu de la Réforme.
de la Réforme, Luther, Calvin, Zwingli, les trois figures. À l'horizon du savoir, de la Wissenschaft, les protestants allemands et les juifs allemands parlent la même langue luthérienne. Elle est devenue la langue du savoir grâce aux universités. Or, les universités allemandes ont été organisées sur un modèle issu de Melanchthon, lui-même disciple de Luther. Autrement dit, dans ein und Zeit, Heidegger donne les indications qui permettent de comprendre que lui-même a compris les règles de la Wissenschaft dans laquelle il va prendre place. Les indices qu'il en donne sont très simples. C'est d'une part la dédicace à Husserl, représentant des Juifs de savoir, et d'autre part l'attribution, la concentration de l'anthropologie chrétienne moderne, post-médiévale, sur la Réforme et les grands réformateurs que sont Calvin et Zwingli. Autrement dit, Heidegger commence une partie en 1927 dont il connaît parfaitement les règles. Mais quand on connaît les règles, ça veut dire qu'on les respecte, mais ça peut vouloir dire aussi qu'on veut, ou en tout cas qu'on est en position de vouloir les changer. Autrement dit, la manifestation dans ein und Zeit que les règles de la Wissenschaft et de l'université de 1927 sont parfaitement connues est aussi l'indication que peut-être un jour, si l'occasion en est donnée, ces règles pourront être transformées. Mais que le seul qui pourra les transformer en connaissance de cause, c'est Heidegger lui-même. Or, nous connaissons la suite. Nous savons que dès que l'occasion s'en est présentée, peut-être sur un fond d'illusion, d'erreur, mais dès que l'occasion s'est présentée en 1933, Heidegger a souhaité changer les règles, non seulement les règles de l'université, mais aussi, c'est ce que le discours du rectorat démontre, la notion même de Wissenschaft, et c'est ce que j'essaierai de montrer, à l'horizon, la question de la langue allemande elle-même. De manière extraordinairement vulgaire, je dirais que, pris au ras des événements, ce que le discours du rectorat annonce, c'est la fin de l'alliance entre juifs de savoir et protestants allemands. La Wissenschaft et l'université allemande peuvent continuer d'exister alors même que cette alliance cesse par évacuation, mise en suspens, pas encore extermination, des Juifs allemands. En 1941, suppression de l'hommage à Husserl, et, disons, durant toute la période de la guerre, une acceptation de fait, je ne parle pas de conviction personnelle, une acceptation de fait des lois anti-juives. Allons plus loin. Même la part protestante de l'Alliance va être elle-même mise en cause. Dans le discours du rectorat,
je cite la page 102 de l'édition des écrits politiques, Heidegger remonte, s'interroge sur la science, sur sa naissance, ses commencements, qui sont grecs. Et il résume, voilà ce qu'est initialement la science. Mais le commencement ne se trouve-t-il pas 2500 ans derrière nous? Le progrès humain n'a-t-il pas fait changer aussi la science? Certes, répond-il, l'interprétation ultérieure du monde par la théologie chrétienne, aussi bien qu'après la pensée mathématiquement technique des temps modernes, ont éloigné la science de ses commencements pour ce qui est du temps comme du contenu. Le protestantisme, dans l'université allemande, dans la Wissenschaft, est à la fois le représentant de la théologie chrétienne et la mathématisation de l'exégèse par le savoir textuel. Autrement dit, l'interprétation du monde que Heidegger dénonce comme ayant recouvert les commencements de la science, les commencements grecs de la science, cette représentation du monde est profondément protestante et profondément erronée. Non seulement donc, dans l'Alliance, qui valait encore en 1927, les Juifs sont raturés, mais les protestants le sont également. On ne mesure pas assez la dimension antichrétienne, les accents antichrétiens que prend le discours du rectorat. Ce discours est d'une importance capitale. Je laisse de côté les conséquences politiques qu'il a pu avoir. Je me concentre sur la dimension intellectuelle. Le mot important dans le titre Selbstbehauptung der Deutschen Universität, l'affirmation de soi, l'auto-affirmation, le mot important est Selbst. Il vise ce mot à la fois les deux adversaires. D'une part, l'université allemande ne dépend que d'elle-même dans son présent. Elle n'est pas ce qu'avait voulu en faire Melanchthon, c'est-à-dire en fait le substitut d'une église. Et d'autre part, elle n'est pas soumise à un idéal extérieur, à savoir, justement, le savoir. Le savoir dont s'ordonne l'université allemande fait partie de son Selbst. Ce n'est pas un savoir qui lui soit extérieur et sur lequel elle devrait se régler comme un but qu'elle devrait atteindre, mais un but qui est différent d'elle-même. En fait, le véritable répondant du discours du rectorat, c'est un texte que Heidegger connaissait, que tout le monde connaissait dans les universités, à savoir le texte de Max Weber intitulé « La science », enfin intitulé en traduction « de la science comme profession ». Ce texte, qui date de 1919, a été republié et republié, dresse en quelque sorte la charte de l'université telle qu'elle pourra survivre à la défaite, telle qu'elle pourra surmonter les désorganisations qu'entraîneront la défaite qui est évidemment, en 1919, acquise. C'est un texte sur l'université. Mais, à la différence, justement, de ce que fera Heidegger, le nom d'université
n'est pas prononcé. Il est en quelque sorte analysé en ces deux parties, le savoir et la profession. Autrement dit, l'université, selon Max Weber, se situe à la résultante de deux forces qui lui sont étrangères, à savoir, d'un côté, le savoir comme idéal, et de l'autre, la professionnalisation comme organisation de la société. Or, le texte de Max Weber, auquel, me semble-t-il, Heidegger répond, et répond point par point, se termine d'une manière étrange, qui va au-delà de l'analyse extrêmement factuelle, sociologique de l'ensemble du texte. Weber termine son texte en dénonçant les prophéties d'universitaires qui ne voient pas clairement que dans un amphithéâtre, aucune vertu n'a plus de valeur que celle de la probité intellectuelle. Il dénonce ceux qui, dans l'université, vivent dans l'attente de nouveaux prophètes et de nouveaux sauveurs. Il se trouve, dit-il, dans la situation décrite par ce beau chant du veilleur du temps de l'exil, chant qui a été recueilli dans les oracles d'Isaïe, et je n'en cite que le début. On me crie de Séhir, une ville, veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit? Le peuple auquel on a dit cela n'a cessé de poser la question et de vivre dans l'attente depuis plus de 2000 ans. Et nous connaissons son bouleversant destin. Tirons-en la leçon, rien ne s'est encore fait par la seule ferveur et par l'attente, il faut s'y prendre autrement et se mettre à son travail et répondre aux demandes de chaque jour dans sa vie d'homme, mais aussi dans son métier. Et ce travail sera simple et facile si chacun trouve le démon qui tient les fils de sa vie, en italique, ça, et lui obéit. Voilà la conclusion de grande ampleur que Max Weber donne à son texte. Si j'ai raison de penser que Heidegger a ce texte dans la visée de son discours du rectorat, ça veut dire qu'il a aussi sa conclusion dans sa visée. Or, il est très intéressant, quand on relit le texte de Heidegger, de voir que tout ce que Max Weber va mettre hors du champ de l'activité universitaire, à savoir le questionnement, la fonction prophétique de l'universitaire, tout cela va être au contraire mis au cœur du dispositif de l'université allemande telle que Heidegger la conçoit. Je cite dans le discours du rectorat, « Questionner n'est plus alors seulement ce premier degré qui peut être dépassé vers une réponse constituant le savoir, mais questionner, cela devient la plus haute figure du savoir. » Exactement le contraire de ce que dit Weber. Questionner déploie alors sa puissance la plus propre, celle d'ouvrir l'essentiel de toute chose. Questionner contraint alors à la plus extrême simplification du regard sur l'incontournable. Puis, au cours du discours, Heidegger en vient à déterminer, à partir de sa propre définition de la science, les devoirs qui s'imposent aux membres de l'université, et notamment aux enseignants. Si nous voulons une telle essence de la science, alors il faut que le corps enseignant de l'université se porte effectivement
aux postes les plus avancés du danger que constitue l'incertitude permanente du monde. Je me permets de résumer cela sous la forme suivante. Le corps enseignant de l'université doit viser la position de prophète. Ce qui est interdit, selon Max Weber, est justement ce qui est proposé comme idéal par Heidegger. Le prophète est celui qui pose une question à laquelle aucune réponse ne suffira jamais. C'est cela que le professeur d'université doit être. Il est celui qui porte le questionnement dans la dimension du péril qu'impose à ce questionnement le fait que la réponse ne viendra peut-être jamais. En tout cas, le professeur d'université n'est pas celui qui apportera la réponse. La dimension de l'attente, de nouveaux guides, comme le dit Weber, de nouveaux destins, comme le dit Max Weber, c'est précisément la position que Heidegger attribue aux membres de l'université allemande une fois que celle-ci se sera affirmée elle-même. Et là, on touche du doigt un paradoxe. C'est que la position, les traits qu'assigne Heidegger à l'universitaire allemand dans l'université qui s'est affirmée elle-même sont les traits que Max Weber attribue aux prophètes juifs, et non seulement aux prophètes juifs, mais au peuple juif, dont il rappelle les 2500 ans d'histoire et d'histoire douloureuse. Le paradoxe est le suivant, c'est que Heidegger considère que le prophétisme universitaire ne supporte pas la possibilité que le peuple juif existe comme témoin de la possibilité qu'un autre prophétisme soit possible. En ce sens-là, je dirais que Heidegger a été le lecteur le plus attentif du texte de Max Weber. Et il en a été d'autant plus attentif que ce texte jetait en quelque sorte une ombre sur les propres élèves de Heidegger, et j'entends par ses propres élèves, notamment ces élèves qui appartenaient à ce que je me suis permis d'appeler les juifs de savoir. Ces juifs qui avaient mis la Wissenschaft, et spécialement la Wissenschaft de langue allemande, au sommet de leur activité et de leur choix de vie. Hannah Arendt, Hans Jonas, dans une certaine mesure Léo Strauss, mais on peut ajouter ceux qui n'étaient pas heideggeriens, Erwin Panofsky, toutes ces figures, Cassirer, toutes ces figures se rattachent, s'inscrivent dans l'université en tant que c'est une université weberienne. Et les disciples juifs de Heidegger sont heideggeriens, mais en tant que juifs de savoir. Il n'est que de lire le témoignage de Léo Strauss, quand Léo Strauss revient sur sa jeunesse et comment il a découvert l'enseignement de Heidegger, il s'exprime en termes de juif de savoir. La figure la plus haute du savoir qu'il rencontre à ce moment, ça n'est pas un tel, ça n'est pas un tel. Le seul qui sache ce qu'il fait, c'est Heidegger. C'est donc en tant que juif de savoir que les élèves juifs de Heidegger se sont approchés de lui. Mais vous voyez,
l'extraordinaire trouble que cela jette dans l'heidegerianisme de ses disciples. Comment Heidegger peut-il être sûr que l'adhésion au heideggerianisme, celui de Sein und Zeit, à ce moment-là, de ses élèves juifs, n'est pas fondée sur quoi? Eh bien, tout simplement sur un choix weberien qui se résume ainsi: moi, juif de savoir, je tourne le dos au prophétisme juif, parce que le prophétisme juif est le seul prophétisme qui existe comme prophétisme, et je choisis le savoir en tant que le savoir n'est pas un prophétisme. Mais Heidegger ne croit pas du tout cela. Heidegger pense que la plus haute forme du savoir et la plus haute forme à laquelle l'université allemande, en tant qu'elle s'affirme elle-même, en tant que le savoir ne lui est pas extérieur mais intérieur, c'est une figure de prophétisme. Que le professeur allemand soit le prophète du savoir et non pas celui qui apporte, comme le savant weberien, professionnellement des réponses toujours éphémères à des questions bien définies. L'évidence dont parle Max Weber, c'est qu'il n'y a de prophète que juif. Cette évidence est destructrice pour le discours du rectorat. Et elle disparaîtra seulement à une condition, c'est qu'il n'y ait plus de peuple juif pour soutenir cette évidence. J'oserais donc dire que le projet heideggerien, dans ce qu'il a de plus haut, en 1933, implique non pas la mise en œuvre de dénonciation, non pas l'affichage contesté de placards anti-juifs, mais qu'il implique de manière radicale la suppression de toute signification autre que contingente et par voie de conséquence vouée à une disparition possible, toute signification autre que contingente du non-juif. Il n'y a pas l'ombre d'un réel prophétique qui puisse être porté par ce nom. Après 1933, ou plus exactement après la guerre, Heidegger va être en face d'une évidence. La dimension, en quelque sorte, temporelle de son projet, à savoir faire de l'université allemande une institution qui s'affirme elle-même, être inscrit dans cette université comme un membre à part entière, pas nécessairement recteur, mais néanmoins membre à part entière, et dans la position qui est la sienne, pouvoir, autant qu'il est pour lui, fonctionner comme le prophète qu'il pense que tout professeur d'université digne de ce nom doit être. Cette dimension temporelle est devenue impossible. En vérité, il n'y a plus d'université allemande au sens où il l'entendait. Lui-même ne peut plus enseigner. La langue anglaise et la langue française ont pris le dessus. La preuve en est que sa propre gloire de philosophe ne subsiste que par les traductions en français. Et ceci lui revient, si j'ose dire, en plein visage, comme une figure, comme une énigme. En quoi suis-je un prophète?
si je ne peux être entendu que par ceux qui ne parlent pas ma langue? Mais la réponse, elle est très simple. Elle était en fait déjà dans Sein und Zeit. Ce que le prophète peut et doit faire, et cela est totalement indifférent à ce qui arrive dans l'espace temporel, ce que le prophète peut et doit faire, c'est changer la langue. Le prophète philosophe, comme le poète, change la langue. Mais changer la langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer la langue allemande. Et la langue allemande, nous l'avons rappelé au départ, et Heidegger lui-même en témoigne par cette note si énigmatique de Sein und Zeit, la langue allemande est une langue qui est fondamentalement luthérienne, c'est-à-dire marquée par le protestantisme. Si l'on veut changer la langue, il faut la déluthéraniser. C'est ce que font les grands poètes. C'est là l'importance de Hölderlin. Ils déluthéranisent la langue allemande en l'hellénisant. Mais c'est ce que fait Heidegger lui-même. Tous les lecteurs de Sein und Zeit, mais d'abord les traducteurs, ont eu le sentiment que la langue de Sein und Zeit était une langue neuve. Je préciserai maintenant que la langue de Sein und Zeit engage la déluthéranisation que ni Kant, ni Hegel, ni Husserl ne souhaitaient. C'est donc du côté de la langue que la question va être décisive, va être posée. Et c'est en fait ce que dit la lettre à Beaufray. Ce que dit la lettre à Beaufray, c'est, je vous rappelle le passage que j'ai en tête, mes amis français me disent que quand ils veulent penser, ils pensent en allemand. Et bien entendu, en quel allemand pense-t-il? Pas du tout l'allemand luthérien, encore moins l'allemand goethéen. Il pense dans l'allemand de Heidegger. Et l'effet d'étrangeté que nous, lecteurs français, nous éprouvons à lire certaines traductions de Heidegger, ne croyez pas qu'il soit moindre pour les lecteurs germanophones. Les Allemands, quand ils lisent Heidegger, rencontrent une langue allemande qui leur est aussi nouvelle que nous est nouvelle la langue des traducteurs, la langue française des traducteurs de Heidegger. C'est pourquoi je ne leur jette pas la pierre. Que leur traduction puisse être jugée illisible, c'est simplement l'effet de la nouveauté. Alors évidemment, ils ne sont pas, eux, les prophètes. Ils ne sont que les transcripteurs du prophète. Mais c'est bien le prophétisme heideggerien dont ils sont les témoins. Et je terminerai sur une des conséquences. C'est que si Heidegger pense être parvenu à accomplir son projet, autrement dit, s'il pense que, mettons, quand Hannah Arendt revient, elle rencontre quelqu'un en lui, pas simplement quelqu'un qu'elle a aimé, mais quelqu'un qui a philosophiquement accompli ce qu'il souhaitait accomplir. Alors, Heidegger pense qu'il a réussi son projet de transformer la langue allemande de part en part, de fond en comble. Et c'est un cadeau qu'il fait à Hannah Arendt. Et comme il arrive aux enchanteurs, le cadeau qu'ils font à la femme qui les aime se transforme immédiatement en un nœud de vipère entre les mains de la femme aimée ou aimante. Au sortir de son retour en Allemagne, où elle vient de réécrire en allemand les origines du totalitarisme, elle n'a pas traduit son propre livre en allemand, elle l'a écrit, réécrit
en allemand. Elle lui a rendu, en quelque sorte, sa langue originale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle a écrit une œuvre de philosophe allemande, formée à l'école de Jaspers, celle de Heidegger, dans la langue de l'idéalisme allemand, c'est-à-dire la langue luthérano-goethéenne. Mais Heidegger lui fait comprendre que cette langue n'existe pas, n'existe plus, que si elle existe, c'est comme un déchet, que ça n'est rien du tout. Et la malheureuse dit, de l'Allemagne, ce qui reste, c'est la langue maternelle. Mais cette langue maternelle, c'est celle que parlaient ensemble les Juifs allemands, les Allemands lessingiens, les Allemands de l'Aufklärung, ceux qui avaient connu cette espèce de suspension des pesanteurs sociales dans l'Allemagne de Weimar. Mais cette langue maternelle, elle est en ruine. Autrement dit, moi je lis le très bel article, la très belle interview d'Hannah Arendt, qu'on a intitulé « Ce qui reste est la langue maternelle », comme le constat, elle ne reste pas, justement. Parce que si elle restait, j'aurais rompu avec Heidegger, ce qu'elle n'a pas fait. Voilà donc le parcours heideggerien, tel que je le perçois. Temporellement, une défaite. L'université allemande n'a pas été ce qu'il a souhaité qu'elle soit. Mais, pour reprendre une vieille opposition, spirituellement, en tout cas à ses propres yeux, une victoire. Changer la langue allemande de fond en comble. La changer tellement que les Allemands ne la reconnaissent plus comme spontanément la leur, ce qui fait que Heidegger va trouver plus de heideggerien par les traductions françaises et chez les poètes français que chez les poètes allemands contemporains. Ce parcours-là, spirituellement, à ses yeux, il l'a réussi. Et ce parcours spirituel implique que les Juifs allemands n'existent plus. Parce que les Juifs allemands, ce qui faisait d'eux des Allemands, c'était la langue luthérienne. Merci beaucoup, cher Jean-Claude Milner. Et merci aussi beaucoup à Alain Finkielkraut. Vos exposés d'ailleurs se complètent très largement. Je ne vais pas vous demander si cette victoire finale spirituelle de Heidegger est effrayante. C'est pourtant évidemment le lieu même où on pourrait l'évoquer. Mais je vais tout de suite vous céder la parole. On a à peine un quart d'heure pour quelques réflexions, quelques demandes d'éclaircissement, quelques questions que vous souhaiteriez poser à Jean-Claude Milner, à Alain Finkielkraut, avant que nous devions libérer les lieux, car je sais que l'agenda là est très serré, et on remercie encore Bruno Racine et les équipes de la BNF de leur hospitalité. Donc le micro va circuler pour des questions brèves, mais on va essayer de vous y répondre en un quart d'heure. Ma question s'adresse à M. Milner. Merci déjà pour votre superbe conférence. Je voudrais vous interroger sur un texte de Heidegger des Cahiers Noirs qui porte précisément sur la prophétie dont vous avez parlé. Je relis ce texte traduit. Bon. Faites un signe pour qu'on voit où vous êtes parce que... Je suis là, excusez-moi. Ah voilà, vous êtes là. Voilà. Merci beaucoup. Je lis le texte des Cahiers Noirs. Prophétie. Telle est la technique pour se défendre de ce qu'il y a de destinal dans l'histoire. Elle est un instrument de la volonté de puissance. Que les grands prophètes soient des juifs est un fait dont le secret n'a pas encore été pensé. Bon, je coupe le passage ici. Quoi qu'on peut le continuer, il dit ensuite, remarque pour les ânes, la remarque n'a rien à voir avec de l'antisémitisme. Celui-ci est aussi insensé et abject que le procédé sanglant et même avant tout non sanglant qui fut celui du christianisme contre les païens. Que même le christianisme stigmatise comme non chrétien l'antisémitisme, cela même appartient au raffinement hautement élaboré de sa technique de puissance. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'existence de ce texte, Monsieur Milner, et est-ce qu'il fait résonance avec... Oui, je crois qu'il est dans le Travni. Ouais.
Je voulais juste savoir si vous avez inspiré ce travail où il est question au milieu de la prophétie. Merci beaucoup, Jean-Claude Milner. Non, je ne connaissais pas ce texte. Je me suis appuyé sur le passage final de la conférence de Max Weber, qui définit la prophétie d'une certaine manière. Et sur l'hypothèse que je forme, mais que je pourrais, appuyer de manière quasi philologique, que le texte de Max Weber est dans la cible que vise Heidegger. Mais si le texte de Max Weber est dans la cible de Heidegger, ça veut dire que cette conception du prophétisme et de l'articulation du peuple juif au prophétisme est aussi dans sa visée. Je ne prétendais pas proposer une réflexion d'ensemble sur le prophétisme. Moi, je n'ai pas de réponse. Pas de réponse à ça, non. Non. Je me suis particulièrement intéressé à la phrase où Heidegger dit que le judaïsme, dans l'histoire mondiale, c'est le déracinement de tout ordre de l'être. Là, ça fait aussi... c'est toujours un peu du même ordre, une sorte de correspondance entre la prophétie et la volonté de puissance. Je note quand même que Heidegger remet en cause dans ce texte l'antisémitisme. Il veut se placer à un plan métaphysique, mais le malaise vient du fait qu'il résonne ainsi, disons, au cœur du XXe siècle. Après tout, l'anti-judaïsme philosophique a une très vieille histoire, et si vous lisez L'esprit du christianisme et son destin de Hegel, vous êtes normalement horrifié. D'ailleurs, il y a un très bel article dans Difficile Liberté d'Emmanuel Levinas sur ce texte. Mais évidemment, tout cela intervient à un moment particulier de l'histoire, et donc Heidegger ne peut pas se défaire avec une tant de désinvolture de la question de l'antisémitisme vulgaire. Merci beaucoup Alain Finkielkraut. Donc encore une ou deux questions, je pense. Elles doivent être nombreuses. On va peut-être d'ailleurs les rassembler. Si vous pouvez tous lever la main en même temps, vous allez prendre vos questions. On va comme ça pouvoir y répondre. Je suis désolé, hein, les contraintes de temps sont très grandes ce soir. Allez-y. Question courte. Oui. Décidez-vous. Oui, alors, une question courte à moi j'ai retenu Finkielkraut. deux idées intéressantes. Oh là, oui, alors, donc, allez-y. Oui, alors, moi j'ai retenu une idée très intéressante là, de M. Finkielkraut, là, quand il parle de la guerre des Juifs contre les cultes païens. Alors effectivement, étymologiquement, le païen, c'est le paysan. Et c'est un peu, d'ailleurs, si on fait un peu d'archéologie, dans le fond, les Juifs, c'est un peu les Juifs contre les Judéens, c'est un peu le Am Haaretz, le peuple de la terre. D'ailleurs, il y a un parallèle avec ce que vous avez écrit concernant Péguy. On peut faire un parallèle entre Charles Péguy et Martin Heidegger. C'est vrai que ce sont deux paysans vraiment ancrés dans la terre. Et d'ailleurs, vous-même, dans votre livre sur Péguy, là, vous parlez effectivement, vous opposez le nomade un peu aux paysans vraiment enracinés. Donc, est-ce que c'est pas plutôt à ce niveau-là qu'il faut regarder, et qu'un petit peu les reproches faits à Martin Heidegger, c'est son côté. D'ailleurs, quand on lit un peu Holzwege, par exemple, qui a été très mal traduit par Chemin qui ne mène nulle part, c'est un peu, la terre ne ment pas, donc ça rappelle un petit peu des choses. Vous allez mettre en colère, hein, attention. Par ailleurs, la deuxième idée là, de M. Milner, c'est un petit peu l'union sacrée, un petit peu, parce qu'il y a une remarque linguistique, donc union sacrée entre les protestants et les juifs. Et c'est tout à fait exact. D'ailleurs, Martin Heidegger, il devait être curé catholique à l'origine. Hein. Il a un petit peu couillonné l'Église catholique. Et dans le fond, linguistiquement, les catholiques, c'est un peu le monde gréco-latin. Hein. C'est la langue grecque. Et que les protestants, c'est plutôt l'hébreu, quoi. Donc c'est un peu la remarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va vous répondre aussi à son tour. On va peut-être rassembler ces interrogations avec deux autres questions. Allez-y, monsieur. Oui, moi je vais faire court. Hein. Je ne vais pas faire un cours, je vais faire court. Une question, hein, oui. Question à monsieur Finkielkraut et à monsieur Milner. Dans une de ces 4 conférences de Brême sur la technique, Heidegger affirme que la chambre à gaz constitue la même essence que le blocus politique,
ou l'agriculture motorisée. Je voudrais savoir, d'après vous, est-ce que la chambre à gaz ne constitue pas un paradigme du constructivisme moderne, je reprends votre expression, Monsieur Finkielkraut, et donc constitue un objet pour la pensée, un objet pour la philosophie? Merci beaucoup. Alors, on va s'arrêter là parce que ça fait déjà beaucoup de thèmes très compliqués à aborder en 5 minutes, notamment la question de l'extermination, de son lien avec la technique. Ça va pas être facile, mais allez-y, cher Alain. Très rapidement, il y a, si vous voulez, une profondeur philosophique chez Péguy qui, dans une grande mesure, annonce Heidegger. C'est Valéry qui disait il me manque un philosophe allemand pour achever ma pensée. Alors, je ne dirais pas qu'Heidegger a achevé la pensée de Péguy, mais les lire l'un en écho avec l'autre est très instructif. Évidemment, Péguy, c'est le miracle d'une pensée qui fait droit au judaïsme et jusqu'au bout. C'est donc... oui, et ça, c'est sans doute sans équivalent. Heidegger et les chemins qui ne mènent nulle part, c'est pas tout à fait la même chose que la terre ne ment pas. Je ne vois pas un pétainiste parler des chemins qui ne mènent nulle part. La Révolution nationale savait absolument où elle allait. Mais moi, je suis toujours un peu gêné par les procès rétrospectifs, et surtout, je m'interroge sur la situation où nous sommes. C'est au moment où Heidegger nous lit avec le plus d'acuité que l'on décide de ne plus le lire. Et je vois, c'est ça que j'ai voulu analyser, cette espèce d'inversion où tout d'un coup, on nous explique, comme Heidegger, que la technique est juive, ou que le judaïsme annonce la technique. Sauf que pour Heidegger, c'est dévastateur et désastreux, et on nous explique que c'est bien, en ajoutant en plus que les juifs, eux, sont anachroniques, comme j'ai essayé de lire. C'est ça que j'ai voulu, c'est ce paradoxe-là que j'ai voulu faire apparaître. Bon, je m'arrête parce que je ne vais pas recommencer. Alors, pour ce qui est des chambres à gaz, je vous renvoie de cette question, de cette phrase, à un article qu'avait écrit Elisabeth de Fontenay dans le premier numéro de la revue Le Messager européen. Elisabeth de Fontenay qui est ici ce soir, d'ailleurs, et qu'on salue très chaleureusement. C'est un numéro qu'on doit pouvoir trouver sur Amazon, j'imagine. Mais c'est vrai, c'est un texte qui met profondément mal à l'aise, puisqu'il a l'air de banaliser les chambres à gaz. Mais en même temps, il problématise vraiment le rapport de Heidegger à toute cette question, puisque pour Heidegger, l'ère de la technique, c'est, si vous voulez, l'ère d'une... C'est un moment historique ou historial qui nous conduit à une catastrophe majeure dont il faut pouvoir espérer sortir par un autre commencement dont on ne sait pas du tout quelle figure il pourra prendre. Seul un Dieu peut nous sauver. Il s'agit donc bien de nous sauver. Donc, il ne banalise pas les chambres à gaz quand il dit cela dans sa langue, à lui. Non, au contraire, il dit c'est une... on tue au travers de la fabrication industrielle de cadavres, terme qui sera repris par Hannah Arendt dans les origines, ou qui sera employé aussi, je ne sais pas qui l'a pris, dans les origines du totalitarisme. Voilà. La seule chose qu'on peut lui reprocher là, évidemment, c'est de ne pas avoir tenu compte une seconde dans cette analyse du fait que ces chambres à gaz, eh bien, étaient, comme l'a d'ailleurs écrit Jean-Claude Milner dans Les penchants criminels, construites pour les Juifs. Donc c'est la disparition des Juifs qui peut évidemment poser un grave problème. Mais il ne s'agit sûrement pas chez lui d'une banalisation, il s'agit au contraire d'une reconnaissance de quelque chose qu'il est accusé
de n'avoir jamais voulu prendre en compte dans sa pensée. Et puis, autre chose, il faut relire la correspondance de Heidegger avec Jaspers, parce que Heidegger, dans cette correspondance avec Jaspers, parle de son engagement et en disant qu'il en avait honte. Donc, c'est pas vrai qu'il est resté totalement silencieux. Il parle très, très, très clairement de la honte qu'il éprouve pour ce qu'il a pu dire et pu faire dans les années noires. Bon, mais je ne suis pas du tout là pour être l'avocat. Je regrette que maintenant les colloques de Heidegger prennent presque inévitablement la forme d'un tribunal. Mais enfin, Heidegger y a mis du sien. On n'en est pas là. Merci beaucoup. Jean-Claude Milner, pour rebondir sur une des questions qui vous est posée, le projet de Heidegger, tel que vous venez de l'exposer, c'était un projet, allez, je vais être provoquant volontairement, catholique intégriste, puisque c'est ce que semble suggérer le monsieur. Je pense que la dimension catholique est très, très, très importante. Peut-être pas en termes d'adhésion au catholicisme, mais en tout cas comme alternative à l'Allemagne telle qu'elle s'est constituée en 1871. Comme vous le savez, je fais juste un petit peu d'histoire, l'Allemagne, l'unité allemande était conçue sur deux modèles opposés, l'un qui était la petite Allemagne centrée sur la Prusse, et la Prusse était un État protestant, un royaume protestant, ou bien la grande Allemagne qui était centrée sur l'Autriche-Hongrie, qui était un empire catholique. Et le choix, ce qui a triomphé, c'est la version petite Allemagne. Et les catholiques allemands y ont été extrêmement sensibles. Donc, je répète, ce n'est pas, à mon avis, tellement une adhésion au catholicisme, mais je pense une ambition, peut-être démesurée, de changer complètement ce qu'on pourrait appeler la civilisation allemande. C'est-à-dire que la philosophie allemande soit décentrée ou recentrée par rapport à ce qu'est ses centres précédents. Si j'ose dire, que Berlin ne soit plus la capitale intellectuelle de l'Allemagne. Et que ce soit plutôt Fribourg, disons. Hein. Et que ce soit, en tout cas, cette autre Allemagne, où vous avez une Rhénanie où le catholicisme est présent, puis la Bavière, puis les pays, enfin l'Autriche. Je pense que c'est une autre Allemagne, et sous peine de me répéter, je pense que ce qui l'a beaucoup intéressé dans le succès, l'audience qu'il a rencontrée en France, et par des traductions, c'est qu'il était traduit dans une langue qui, pour lui, à ses propres yeux, à tort ou à raison, à mon avis à raison, mais enfin peu importe, était de part en part catholique. Et dans un public où, je ne dis pas qu'ils étaient catholiques, mais qui appartenaient à une culture où le catholicisme représentait en quelque sorte une norme, même, aurait-il dit, je ne sais pas s'il l'aurait dit, mais enfin il aurait dit, mais entre le juif français et le juif allemand, il y a une différence radicale. Ce que vous trouvez, par exemple, sous la plume de Benjamin et de Scholem, quand Benjamin dit « mais les Allemands n'ont jamais... Enfin, la culture allemande n'a jamais été capable de produire l'équivalent de Léon Bloy. » Et Benjamin considère que le texte de Léon Bloy, le salut par les Juifs, qui nous est difficile de lire aujourd'hui, mais en tout cas Benjamin l'a lu comme cela, était à ses yeux une reconnaissance du prophétisme juif, de la même manière d'ailleurs que le texte de Péguy sur Bernard Lazare. Scholem le salue aussi. Hein. Bien sûr. Donc l'idée que le catholicisme imprégnait la culture française n'était pas, je crois, indifférente pour Heidegger au fait que son audience principale après 1945 se soit trouvée en Allemagne, moyennant ce qu'il faut bien appeler la conversion de Beaufray. Merci beaucoup.
On n'abordera pas, mais pas aujourd'hui, dès demain, bien sûr, la question de l'extermination. Merci à tous les deux pour ces conférences brillantes qui nous mettent au cœur du sujet. Merci, cher Alain Finkielkraut. Merci, cher Jean-Claude Milner. Merci encore une fois à Bruno Racine, aux équipes de la BNF pour leur générosité, leur disponibilité. Et on se retrouve demain ici pour l'ensemble de la journée. Merci à tous.